De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, on aura un focus un peu particulier puisqu'il sera centré sur Mathieu Le Sueur, qui est coach en productivité, mais aussi auteur du livre Éduque-toi d'abord. Bonsoir Monsieur Le Sueur. Bonsoir. Donc dites-nous déjà, c'est quoi un coach en productivité? C'est la première fois que j'en vois un, que j'en ai un en face de moi, donc dites-nous tout. Alors, la productivité, il y a un mot qui parle un peu plus à tout le monde, c'est la méthodologie. Et la raison pour laquelle je me suis tourné vers la productivité, c'est qu'avant, je donnais des cours de mathématiques, parce qu'à la base, je voulais être prof de maths. Et en donnant des cours, surtout des cours particuliers à domicile, je me suis rendu compte que pour la plupart des élèves, le problème, c'est pas les maths. Le problème, c'est le travail à la maison, les habitudes de travail. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux méthodes que je pourrais leur partager pour qu'ils puissent s'améliorer à la maison. Et c'est ce qu'on appelle la productivité. Malheureusement, la productivité, c'est un mot qu'on emploie essentiellement en entreprise. En entreprise. Voilà. Donc, c'est pour les patrons, les salariés, etc., ou les entrepreneurs. Mais la productivité, c'est beaucoup plus général. La gestion du temps, la gestion du stress aussi qui rentre dans ça, parce que ça joue sur les performances, sur la productivité. Il y a également donc, les petites astuces ou la concentration, la motivation, etc. Ça rentre dans la grande sphère de la productivité. Donc, c'est naturellement que je me suis tourné vers cette voie et ce métier plus précisément. Donc vous avez commencé effectivement à faire des podcasts. Donc ce sont des petits enregistrements audio d'une trentaine de minutes où vous expliquez justement cette méthodologie. Vous avez choisi aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où vous avez des petits programmes qui sont très sympathiques. J'invite les téléspectateurs à aller sur l'Instagram de GTMAT, donc GT-MATE tout simplement. Je vais vous mettre un visuel tout à l'heure. Donc vous voulez principalement cibler qui? La jeunesse? Alors, plutôt les parents. Plutôt les parents? Les parents au sens large. Alors, si on regarde mon Instagram, on aura l'impression que j'attaque les parents, que je suis un pitbull concernant les parents. Très clairement. En fait, il faut prendre le mot parent au sens large. Toute personne présente dans la vie d'un enfant, pour cet enfant, c'est un parent. Parce que cette personne influence l'enfant. Et donc, lorsque je parle de parents, je parle de la société, je parle des adultes, je parle des êtres humains, en fait. Mais on va dire que c'est pas vraiment une erreur, mais c'est plutôt là où il y a une facilité pour moi, c'est que les personnes remarqueront les problèmes de manière plus explicite quand c'est un échange entre adultes et enfants. Donc c'est la raison pour laquelle je parle aux parents, parce que l'enfant répond de manière beaucoup plus explicite et immédiate à ce qui se passe. Donc c'est la raison pour laquelle je parle essentiellement aux parents. Mais ce que je dis, aujourd'hui, j'ai des personnes qui me contactent pour elles-mêmes, en fait. Ce sont des salariés ou des indépendants qui veulent juste, en fait, améliorer leur productivité ou leur communication. Et donc, je travaille avec ces personnes. Parce qu'on reste tous à la base, en fait, des êtres humains. Mais effectivement, lorsque je m'adresse sur les réseaux sociaux, je m'adresse principalement aux parents. Mais ça parle beaucoup aux jeunes aussi, finalement. Vu le format et vu le réseau que vous utilisez. Donc, ce ne serait pas un espace de réconciliation peut-être pour les deux? Alors, réconciliation, je dirais que ce n'est pas à moi de poser le mot, puisque je n'essaie pas de forcer les choses. Il y a deux choses déjà que je fais à travers mes réseaux. La première, c'est que je montre vraiment la cohérence qu'on est censé avoir avec notre époque. Je ne peux pas communiquer comme il y a 30 ans. Je communique avec ce que mon époque demande en termes de communication. C'est la raison pour laquelle... En même temps, vous mettez les parents à jour. Aussi. C'est la raison pour laquelle je partage tous mes conseils, toutes mes méthodes gratuitement sur les réseaux sociaux, parce que je sais que ce n'est pas cela dont on a vraiment besoin. Aujourd'hui, on vit une époque où l'information, elle est présente en abondance. Aujourd'hui, on n'est plus en train de chercher l'information, on est plutôt en train de la trier, parce qu'on a trop d'informations à la seconde. Donc, je partage l'information sur les réseaux sociaux pour que les gens connaissent un peu mon discours, savent un peu qui je suis, quel est aussi mon tempérament. J'ai une façon de parler aussi qui est personnelle. Et les personnes qui ont peut-être besoin, on va dire plutôt, sur les réseaux sociaux, je partage les ingrédients, mais les personnes qui ont du mal à définir la recette qu'ils doivent appliquer, eux, dans leur vie, eh bien, ces personnes me contactent et après, on réalise des coachings, des séances, etc. Donc, je partage librement parce que je sais qu'on a besoin d'avoir ces partages sur les réseaux sociaux, mais c'est après que je fournis un travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne me positionne pas dans les débats ou autres, parce que j'estime que la seule personne qu'on peut et qu'on doit changer, c'est soi-même. C'est exactement ce que je dis aux parents, c'est exactement ce que je dis à tous mes clients, c'est exactement ce que je dis également à mes élèves. Par exemple, un adolescent qui me dit « Oui, mais mon prof, il est bizarre, machin. » Je dis « Mais ok, mais ça, c'est ton prof, mais toi, tu fais quoi? L'année prochaine, le prof, il n'est plus là, mais toi, tu es où? Tu fais quoi à la maison? Avant de critiquer le prof que tu ne connais pas, parce que tu le vois quelques heures par semaine à l'école, tu fais quoi, toi, à la maison?
Donc, pour moi, on est chacun responsable de notre vie. Après, c'est pas forcément, c'est facile de le dire, c'est un peu plus compliqué de le faire, de l'admettre au quotidien. Donc, j'aide mes clients, qu'ils soient adolescents ou parents, je les aide à faciliter cette responsabilité quotidienne et personnelle. Comme cela, peu importe ce qui se passe, surtout en ce moment, peu importe ce qui se passe à l'école ou ailleurs, eh bien, on arrive quand même à obtenir des résultats qui vont nous apporter une certaine satisfaction. D'où l'ouvrage Éduque-toi d'abord. C'est ça. Alors, le principe du titre, alors, j'ai publié un livre, mais je ne suis pas passé par le cursus classique, parce que, bon, je suis un peu également timide à ce niveau. Je le vends sur mon site, parce que, pour deux raisons. La première, c'est que j'estime que ce sont les personnes qui me connaissent déjà qui vont comprendre le livre. Donc, je veux d'abord qu'on apprenne à me connaître, au lieu qu'on me trouve en librairie et qu'on lise un livre que... Pourquoi? Parce que comme votre pédagogie est un peu particulière, c'est ça, voilà. On ne peut ne pas comprendre tout de suite. Voilà, donc je préfère qu'on me connaisse, qu'on apprenne à me connaître et qu'on se dise, OK, ce mec-là, je comprends ce qu'il dit, j'ai bien envie de le payer pour en savoir plus. Je préfère qu'on passe par là. Je perds peut-être de l'argent, mais j'estime que j'ai davantage d'avis positifs parce que les gens me connaissent. Un rapport de confiance. Voilà, exactement, une relation de confiance. Et la deuxième raison, c'est que avec les avis que j'ai et les témoignages que j'ai au fur et à mesure, ça me permettra de produire un livre que j'estime sera beaucoup plus ouvert et accessible à tout le monde. Donc là, j'ai pris, on va dire, la voie lente et j'ai envie de dire, entre guillemets, le vrai livre. L'ouvrage qui sera peut-être présent en librairie viendra après. Mais pourquoi attaquer certains sujets, effectivement, qui peuvent diviser, clairement? Je vais prendre un petit exemple, on en parlait tout à l'heure hors plateau. Il y a une question que vous êtes posée, c'est une réponse. Ça va choquer, mais vous dites pourquoi la spiritualité, ça ne sert à rien? D'emblée, ça choque, clairement. Alors, évidemment, c'est de la communication. La formulation est faite pour interpeller. Là, ce sont en fait des notions, alors je vais d'abord prendre un exemple peut-être plus simple qui permettra d'ouvrir la discussion également. Un enfant, ce qu'est un chien, parce qu'il a une expérience sensorielle du chien. Il le voit, il le sent, il le touche. Donc, l'enfant connaît la définition, entre guillemets, du mot chien avant même de savoir lire, avant même de savoir ouvrir un dictionnaire. Par contre, on peut poser la question à n'importe qui, quelle est la définition du dictionnaire du mot chien? On ne sait pas. On bafouille parce que c'est naturel, c'est évident pour nous la définition, mais on ne l'a jamais cherché. Mais ça, c'est quand c'est quelque chose de physique, un animal, quelque chose dont on peut avoir une expérience sensorielle. Qu'en est-il des mots comme confiance, amour, spiritualité? Ce sont des choses où, en fait, on aura des croyances, on aura une interprétation, une perception de ces mots, de ces concepts. Mais est-ce que ça nous sert au quotidien? Pas forcément. Donc, lorsque je dis que la spiritualité ne sert à rien, c'est qu'il y a des gens qui vont parler de spiritualité, qui vont savoir ce que c'est au final. Sans avoir une définition propre, mais vraiment claire de ce que c'est, et sans avoir une application au quotidien qui sert vraiment à quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de dire que ça ne sert à rien. Et lorsqu'on lit justement le titre du post, il est, on va dire, choquant, mais dans la description, je rassure un petit peu. Il ne s'agit pas de dire que ça sert à quelque chose, ça ne sert à rien. C'est justement, pour moi, c'est à chacun d'apporter sa réponse, à chacun d'avoir sa définition du mot. Et c'est à chacun aussi d'être sûr que notre vie est cohérente avec cette définition, avec ce concept. Et lorsque je parle de cela, en fait, c'est une introduction à des mots plus importants, comme je disais, la confiance, le respect, mais aussi le travail. Il y a beaucoup de parents qui disent à leur enfant, tu dois travailler. Mais travailler, c'est quoi? Un comptable ne travaille pas comme un footballeur professionnel. Donc, c'est quoi travailler? Et cette confusion, ce manque de clarté concernant les concepts qu'on utilise au quotidien, qui fait qu'en fait, on a des différends. On a parfois des débats très houleux, où on a des incompréhensions entre parents et enfants, parce qu'on a l'impression de parler des mêmes choses. On utilise une certaine sémantique, mais qui n'a pas forcément la même représentation, la même signification pour tout le monde. Exactement. C'est comme dire à un enfant, poser la question à un enfant, tu as compris. Moi, je dis à tous les parents que je rencontre, arrêtez de poser la question, est-ce que tu as compris? Ça ne sert à rien. Autant lui faire une démonstration pour voir s'il a compris, peut-être. Autant lui demander d'expliquer ce qu'il a compris. D'ailleurs, c'est le piège que je pose aux adolescents. Je leur demande du coup, est-ce qu'ils ont compris? Ils me répondent oui, forcément. Et après, je leur demande, explique-moi ce que tu as compris. Oui, j'ai compris, mais j'arrive pas à expliquer. Si tu n'arrives pas à expliquer, c'est que tu n'as pas compris. Donc, c'est en fait, voilà, c'est ce genre de mots, en fait, on pense qu'on a des attentes, on pense que l'autre pense comme nous, et ce qui fait qu'on ne comprend pas, en fait, ensuite le résultat. On ne comprend pas pourquoi, parfois, il y a des conflits, pourquoi il y a des incompréhensions. C'est parce qu'on ne parle pas vraiment des mêmes choses. Et donc, prendre ce recul, prendre ce temps pour s'asseoir et discuter, identifier vraiment les concepts qu'on utilise et le sens qu'on leur donne, ça permet d'avoir une communication beaucoup plus claire et beaucoup plus précise.
C'est comme bien lire un énoncé pour comprendre effectivement Tout à fait. comment réaliser l'exercice. Tout à fait. Ben, c'est les élèves qui sont beaucoup plus intéressés par la bonne note que par la compréhension, la maîtrise du chapitre. Lorsqu'ils tombent sur un énoncé où il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, eh bien, ils vont lire l'énoncé, mais c'est comme s'ils allaient effacer les mots qu'ils ne comprennent pas. Donc, leur compréhension sera pas bâclée, mais elle sera, on va dire, limitée. Et donc, leur raisonnement, puis leur calcul, leur démonstration, etc., tout sera limité. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire déjà sur le raisonnement. Lorsque je donnais des cours de maths, c'était le mot que je sortais le plus, le raisonnement, la logique. Il y a un travail à faire sur cela, il y a un travail à faire sur la compréhension et aussi sur pas vraiment se mettre à la place de l'autre, mais comprendre que l'autre n'est pas nous. L'autre n'est pas dans notre Donc vous tête. êtes beaucoup sur l'individualité. Oui, pour moi, en fait, la société, elle est, par naissance, par définition, elle est individualiste. Parce qu'elle est composée d'individus qui font des choix personnels. Même l'abnégation, c'est un choix personnel. Donc, il est bien de recentrer, en fait, se recentrer dans la société ou dans notre relation pour comprendre déjà qu'on doit être clair sur ce qu'on veut et ce qu'on dit, avant de vouloir imposer à l'autre une compréhension qui sera forcément limitée parce qu'il n'est pas dans notre tête. Donc, quand je parle d'individualisme, c'est pas la notion, on va dire, avec la connotation négative de l'égoïsme, on va blesser l'autre, on se moque des sentiments de l'autre, ce n'est pas ça. C'est plutôt être clair avec soi-même avant de vouloir exiger à l'autre de nous comprendre. Se comprendre avant de pousser l'autre à nous comprendre. Et c'est pour cela d'ailleurs que le livre s'intitule « Éduque-toi d'abord », parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche aux enfants, mais en fait, l'erreur vient, entre guillemets, des parents. On parle par exemple des caprices. Un caprice, c'est créé par les parents. L'enfant, il ne comprend pas c'est quoi un caprice. Est-ce qu'on peut déterminer que quasiment tous les travers des enfants, finalement, et ceux que les parents pointent du doigt, sont le fruit de leurs propres erreurs? Alors, la science ne dit jamais 100%. Le 100% n'existe pas, donc je ne vais pas m'avancer en disant tous, mais une bonne partie, oui. Une bonne partie parce que ce sont des comportements en fait qui sont inconscients. Ça fait partie de notre comportement naturel. Donc on n'en a plus conscience de cela. Donc pour revenir par exemple sur le mot caprice, lorsqu'on dit à l'enfant non et qu'il se met à pleurer et qu'on passe du non au oui, l'enfant ne comprend pas qu'il a fait un caprice. Ce qu'il comprend, c'est que lorsqu'il pleure, le non devient oui. Il obtient ce qu'il veut. Voilà. Donc il va répéter le processus. C'est complètement logique de penser comme ça. C'est nous qui sommes bizarres en pensant que l'enfant va agir autrement. C'est naturel pour l'enfant de se dire, bon, ben, la prochaine fois, je vais pleurer. Donc on les conditionne, en fait. On les conditionne, mais ça ne veut pas dire... Alors, c'est là, on va dire, la petite nuance entre faute et responsabilité. Je ne dirais pas que c'est la faute des parents, mais il y a une responsabilité individuelle. Et c'est pour ça que je dis aux parents, avant de vouloir changer votre enfant, commencez par changer vous-même. Donc ils rejettent la responsabilité, finalement. Alors... Le problème avec les mots, c'est que voilà, chacun va comprendre comme il veut. Il y a des personnes qui pensent que je les pointe du doigt, mais c'est la société qui fonctionne comme ça. C'est le groupe. C'est pour ça que je reviens à l'individu. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que nous faisons individuellement pour aller dans la bonne direction? Et j'ai beaucoup de témoignages. J'aime bien raconter des histoires parce que raconter une histoire, c'est la meilleure façon de transmettre la connaissance. Du coup, j'utilise les témoignages, les rapports que j'ai avec les parents, mes clients pour présenter certains faits. Vous en partagez pas mal aussi sur la page Instagram, d'ailleurs. Tout à fait. C'est pour éviter d'avoir un discours trop théorique. Je me rappelle, par exemple, d'une mère qui me disait qu'elle avait, par exemple, son enfant avait du mal à finir ses nuits. Et je lui demandais, mais en tant que mère, quand vous allez coucher votre enfant, est-ce que vous couchez votre enfant en tant que mère qui s'inquiète parce qu'elle sait que son enfant finira pas la nuit? Ou est-ce que vous couchez votre enfant en tant que mère confiante parce qu'elle sait que sa fille est capable, son enfant est capable de finir sa nuit? Ce sont deux mentalités différentes, deux personnalités différentes. Évidemment, les parents, ils disent que, ils ne montrent pas de signes d'inquiétude à leur enfant, mais ça fait partie du comportement naturel, le langage corporel. Donc l'enfant ressent ces choses-là, il les perçoit. Donc, et de la même façon, comment on va réagir? Si l'enfant vous réveille en pleine nuit, vous dit je me suis réveillé, j'ai du mal à me rendormir, quelle réaction on aura? On aura la réaction du parent qui sait que de toute façon, l'enfant ne pourra pas se rendormir, donc on l'accueille dans le lit. On aura la réaction du parent qui est confiant, qui sait que l'enfant pourra se rendormir seul, donc on le raccompagne dans la chambre. Donc avant de parler des actions de l'autre, c'est bien de parler de nos propres réactions et de voir comment nous-mêmes, on se conditionne naturellement à accepter un échec futur d'une personne qui n'a pas encore posé, en fait, n'a pas encore jeté les dés. Est-ce qu'on ne programme pas justement cet échec futur? Alors j'ai envie de dire oui. Inconsciemment, on le fait, psychologiquement, on le fait. Il y a beaucoup de choses qui montrent que, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, l'école commence à 6 ans, mais l'apprentissage commence à la naissance.
Durant même certaines cultures, même certaines religions, et aujourd'hui même la science le dit, la neuroscience par exemple, durant les 6 voire 7 premières années, l'enfant, en fait, il observe tout pour pouvoir reproduire. On dit que c'est une éponge. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs que un enfant qui naît en France aura le français comme langue maternelle. C'est pas une histoire d'ADN, c'est que c'est du français qui est autour de lui. Donc l'enfant, il va observer et il va reproduire jusqu'à que ce soit son comportement naturel, son comportement inconscient. Donc lorsqu'il arrive à l'école, il a déjà des habitudes. Le maître ou la maîtresse ne voit pas en fait un ordinateur vierge, il voit déjà un ordinateur avec un système d'exploitation qui a été conçu durant les premières années de vie. Donc je prends un exemple, c'est les parents qui me disent mon enfant ne lit pas de livres. Alors la question que je pose... Est-ce que vous lisez des livres? Voilà. Tout simplement. Alors certains me disent oui. Je dis mais à quel moment vous lisez des livres? Ah quand je suis couché dans mon lit le soir juste avant de m'endormir. Donc l'enfant ne le voit jamais. Mais de la même façon, je leur dis mais du coup vous savez pas ce que votre enfant fait quand il va se coucher. Ça se trouve il lit des livres aussi. Et je dis si vous voulez que votre enfant lise des livres, lisez des livres devant lui régulièrement. Ou ensemble, tant qu'à faire. Voilà. Dans le salon, moi par exemple, il y a une règle que j'impose, mais on va plutôt, je conseille fortement à tous les parents que je contacte, c'est retirer le bureau dans la chambre. Travailler dans le salon avec l'enfant. C'est beaucoup plus simple. L'enfant, il ne sait pas encore travailler seul dans une pièce, donc ça vous évitera d'apparaître dans la chambre comme un agent de sécurité. Ça évitera de mettre une pression sur les épaules de l'enfant. En plus, dans le salon, il suffit que vous levez les yeux, vous voyez votre enfant, vous savez s'il travaille ou s'il est en train de gober des mouches. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous. Et ça vous permet également de lui montrer c'est quoi se concentrer. Je parlais tout à l'heure de la définition des mots. Ça veut dire quoi, se concentrer? Lorsqu'on dit à un enfant, concentre-toi, ça veut dire quoi? Tous les parents qui me contactent me disent, mon enfant n'est pas concentré. Voir mon enfant, problème de concentration, mon enfant, trouble de la concentration. On a vu des spécialistes, certains ont dit oui, certains ont dit non, on ne sait pas, mais moi, je suis sûr, mon enfant ne sait pas se concentrer. Et je leur demande tout de suite, est-ce qu'il arrive que votre enfant soit tellement absorbé par un jeu vidéo ou la télé qu'il ne vous entend pas? Ah oui, ça arrive. Ouais, à ce moment-là, par contre, il est concentré. Vous voyez? Il sait se concentrer. Il sait se concentrer. Le problème, c'est comment et quand. Le potentiel, il est là. Il faut entraîner le potentiel. Comme un sport, en fait. Je me rappelle, quand j'étais élève, ma mère me disait, le cerveau, c'est un muscle. Alors, on va dire que ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'image, elle est là, elle est bien. On peut l'entraîner, exactement. On peut le renforcer. La concentration, l'autonomie sont des choses, en fait, qui s'entraînent. Je me rappelle encore un père qui me disait, et ça c'était il y a déjà quelques années, un père qui me disait, oui, mais mon fils, il a 16 ans, il n'est pas autonome. Et moi, vraiment, j'étais surpris, et je lui réponds avec ma surprise, vous pensez qu'on se réveille à 16 ans en se disant, super, j'ai 16 ans, je suis autonome? Ben non, c'est un processus, ça se construit. C'est les parents qui interdisent à leur enfant de tester des choses parce qu'ils ont peur qu'ils fassent des bêtises. Ce sont des parents, alors là j'exagère, j'extrapole, mais ce sont des parents qui à ce moment-là limitent la curiosité mais aussi l'autonomie de l'enfant. Lorsque l'enfant veut mettre ses lacets... C'est sa prise de responsabilité aussi parce qu'il doit assumer un peu ce qu'il fait. Donc, exactement. S'il doit tomber, qu'il tombe. Lorsque l'enfant veut mettre ses lacets et qu'on lui dit « mais non, tu ne sais pas faire, je vais faire pour toi ou je suis pressé », il faut prendre conscience qu'à ce moment-là, on limite l'autonomie de l'enfant. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Parfois, on est pressé. Mais ça peut nous retomber dessus après. Mais en fait, c'est surtout qu'il faut prendre du recul et assumer en fait ce qu'on fait. Prendre du recul par rapport à tout ça. On n'est pas tout le temps pressé. On n'est pas tout le temps dans l'urgence. Il n'y a pas tout le temps un problème. On peut avoir une base sur la semaine qui permet on va dire, de créer ou même d'entraîner l'autonomie, la concentration, etc. Pour qu'au moment où il y a une crise, et c'est d'ailleurs ce que je dis à certains parents pour les rassurer, je leur dis que quand il y a une tempête, on n'essaie pas d'avancer avec le bateau. On gère la crise. Quand il y a une tempête, on gère la tempête. C'est lorsque ça se calme qu'on continue à aller dans la bonne direction. Donc quand il y a une crise, quand l'enfant fait une crise ou autre, là on gère simplement la crise. C'est pas le moment où on dit à l'enfant calme-toi, tu sais, la vie c'est pas comme ça. Mais non, l'enfant il n'entend pas, il est dans l'émotion. C'est quand c'est calme, c'est quand il n'y a pas de problème. Le problème c'est que quand il n'y a pas de problème, on fait rien. Et quand ça va pas, c'est là on se dit il faut faire quelque chose. Mais non, c'est quand tout va bien qu'il faut mettre en place le programme. Et ça passe par des petites habitudes. L'une des phrases, en fait, qui me gêne, l'une des croyances qui me gêne aujourd'hui, même dans mon travail ou même dans mon approche sur les réseaux sociaux, c'est qu'on pense que l'apprentissage, c'est difficile. On pense que les enfants n'aiment pas apprendre. Mais c'est j'ai même envie de dire, c'est dans leur ADN. Quand ils naissent, ils sont là pour apprendre. Moi, j'ai toujours dit que c'est une question de pédagogie. Oui, je pense que c'est d'abord une question de perception personnelle. Par exemple, pourquoi les enfants doivent travailler à la maison? Parce qu'ils ont du travail. Mais comment ils sont censés travailler, puisqu'il n'y a personne qui travaille devant eux à la maison? Quand les parents entrent à la maison, le travail, c'est fini. Alors, il y a les corvées, il y a la cuisine, etc. Il y a des choses à faire.
Mais concernant le travail pur et dur, est-ce qu'ils ont un exemple à suivre à la maison? Pas forcément. Effectivement. Donc la maison, en fait, c'est un lieu de repos. Et du coup, dans ce lieu de repos, on oblige les enfants à travailler. Ce qui crée une dissonance et ce qui fait qu'ils n'ont pas de base visuelle. Et c'est ce qui est intéressant de comprendre. C'est pour ça que moi, je m'intéresse, je continue à faire mes recherches, je continue d'apprendre concernant les neurosciences ou même la communication, le rapport à l'autre. Lorsqu'on dit à un enfant, tu dois travailler. Alors ça, c'est vraiment la base du mimétisme. Lorsqu'on dit à un enfant, tu dois travailler, il ne sait pas c'est quelle action travailler. Là, ce qu'il retient, c'est la phrase « je dois travailler ». Et j'ai rencontré beaucoup d'adolescents, beaucoup de lycéens, qui après l'école, en fait, ils s'allongeaient sur le lit, regardaient le plafond, ils se disaient « je dois travailler ». Parce que c'est ce qu'ils ont entendu. Et ils se mettent à culpabiliser parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ont envie de faire des choses, mais ils ne savent pas, et ils n'ont pas la motivation, ils n'ont pas les habitudes. Donc, au lieu de dire à un enfant « tu dois travailler », travaillons devant lui, pour qu'il ait une base visuelle, qu'il sache quelles actions il doit réaliser concrètement pour appeler ça du travail. Et petit à petit, avec la répétition, eh bien, ça deviendra naturel. Les parents ont plutôt intérêt de s'y mettre. Et c'est pour ça que je voulais que vous soyez là aussi ce soir. C'est que, bon, avec le Covid-19 maintenant, les cours en distanciel prennent une grande part dans l'emploi du temps des enfants. Et finalement, ce seront parents d'avoir à superviser un petit peu tout ce travail-là. Et on a du boulot là-dessus. Alors, personnellement, d'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai partagé un post qui répondait à cela. Je disais qu'en fait, j'ai le même discours depuis 2018 et je ne vais pas le changer. Avec ce qui se passe, j'ai surtout envie de renforcer mon discours. Parce que depuis 2018, je dis aux parents, arrêtez de prendre l'école comme la base de l'apprentissage. L'apprentissage commence et finit à la maison. L'école, c'est un bonus. C'est un bonus très intéressant. Je ne suis pas pour la suppression de l'école, au contraire. Je pense que même pour moi, en tant qu'humain, en tant qu'ancien élève, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Donc, je ne suis pas pour la suppression de l'école, au contraire. Par contre, j'ai conscience que l'apprentissage commence et finit à la maison, avec les habitudes. Et moi, ce que je dis, le discours que j'ai depuis 2018, c'est que je dis, par exemple, aux adolescents, travaillez de juin à juin. La rentrée, elle est en juin. Dès le mois de juin, vous savez dans quelle classe vous serez en septembre. Donc, si vous attendez le mois de septembre, vous êtes déjà en retard. L'année scolaire, sans problème, hein, l'année scolaire, en fait, elle ne dure pas 9 mois, même 10 mois. Il faut retirer le mois de juin, le mois des examens. Alors, les vacances scolaires, on sait que les enfants ne travaillent pas, ou parfois, carrément, ils partent en voyage avec les parents, donc ils travaillent très peu. Donc, il faut retirer pratiquement 3 mois. En fait, l'année scolaire, elle dure en moyenne environ 6 mois. Sachant qu'à chaque fois que le professeur commence un chapitre, il y a les élèves qui disent « on n'a jamais vu ça ». Donc, on est obligé de faire des rappels. Donc, on perd du temps. Il y a les rencontres parents-prof. Il y a encore des choses. Donc, en fait, l'année scolaire, elle dure véritablement environ 6 mois. Par contre, si je m'organise de janvier à janvier ou de juin à juin, bien, je m'organise à mon rythme. Aujourd'hui, il y a Internet. Et ça, je trouve ça même choquant de devoir le dire. C'est que moi, quand j'étais collégien ou même lycéen, ben, pour avoir accès à la connaissance, il fallait que j'ouvre des livres. Clairement. Donc, je travaillais déjà avec les manuels scolaires. Et j'étais obligé d'aller chercher d'autres livres ou de chercher des profs. Aujourd'hui, avec le téléphone portable qu'on laisse dans la poche, on a accès à toute l'information, on a accès à tout et n'importe quoi aussi, on a accès à toute l'information de la planète. Il y a par exemple YouTube. Sur YouTube, moi qui enseignais les maths, ben, au lieu de présenter... Alors, quand je dis j'enseignais, ce n'était pas dans le cadre de l'éducation nationale, qui a déjà une structure bien précise, et il y a une façon de faire aussi qui est officielle pour eux. Donc, les professeurs ne peuvent pas dire tout. Ils ne peuvent pas tout dire. Moi, par contre, je suis beaucoup plus libre lorsque ce sont des cours particuliers. Je peux dire, entre guillemets, n'importe quoi. Tant que ça va dans le sens de l'enfant et de la famille, je peux dire, entre guillemets, n'importe quoi. Donc, je dis aux enfants, au lieu d'attendre sur moi pour que je vous présente le cours, allez sur YouTube. Vous avez une question, au lieu d'attendre mon cours, allez sur YouTube. Et à chaque fois, en fait, même j'ai envie de dire, à chaque fois que je rencontrais une famille, je leur disais, vous savez, mon objectif, c'est que vous arrêtiez de me payer. Vous n'avez même pas encore commencé à me payer. Mon objectif, c'est que vous arrêtiez de me payer. Vous n'êtes pas dans l'optique d'être un gourou, vous, et de garder vos adeptes jusqu'à la fin des temps. Ben, déjà, ça fait du travail supplémentaire. Voilà. Ça veut dire que voilà, j'aurais forcément une limite, voilà, en termes de nombre de clients potentiels en même temps. Donc, je préfère encore passer d'une famille à l'autre plutôt que de garder la même famille pendant 10 ans. Ça ne sert pas à grand-chose à mon niveau. Vous êtes pour les autonomiser, vraiment. Voilà. Je veux vraiment, en fait, que les parents me disent, bon, écoute, Mathieu, tu es bien gentil, mais tu sais, notre enfant, il travaille seul maintenant, il a 18 de moyenne, on va arrêter les cours. On va voir un peu comment il se débrouille. Et justement, j'ai des parents qui me disaient, vous savez, mon fils, là, il a 16 de moyenne, mais j'aimerais encore continuer les cours. Je leur dis, non, c'est quoi ça? Votre fils, il vous montre des résultats, il veut que vous lui fassiez confiance,
Et vous lui dites, non, c'est encore fébrile, on va continuer à payer Mathieu. Non, arrêtez de me payer. Testez-le. Testez-le peut-être pendant un trimestre. Voyez s'il peut faire par lui-même. S'il n'y arrive pas, s'il échoue, on partira sur autre chose. Je reste là. Mais essayez aussi d'avoir En fait, voilà, l'une des phrases que je répète le plus, c'est « Faites de l'apprentissage une activité familiale ». Tant que vous n'avez pas atteint cet objectif, vous aurez besoin de quelqu'un à l'extérieur. Mais il y a une différence entre avoir envie de travailler avec quelqu'un et avoir besoin de travailler avec quelqu'un. Moi, concernant l'école, j'ai envie que mes élèves aient envie de travailler avec les profs. Je n'ai pas envie que mes élèves aient besoin de travailler avec les profs. Et c'est ça le problème du distanciel, c'est qu'on a tellement besoin des profs, qu'en dehors des cours, les enfants, ils font quoi? Le problème, c'est pas que les enfants, en fait, c'est pas les problèmes de connexion en cours à distance, même si ce sont des problèmes, effectivement. Mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est qu'en dehors des cours, en fait, les gamins, ils s'ennuient. Ils restent là, ils savent pas trop quoi faire, ils ne sont pas organisés. Voilà, les habitudes de travail ne sont pas là. Et l'apprentissage pour eux, en fait, on leur a montré que travailler, c'est une corvée. Inconsciemment, la société leur a montré que travailler, c'est une corvée. Donc forcément, avec le distanciel, eh bien, les mauvaises habitudes augmentent et le niveau des gamins diminue. Mais ça n'a rien à voir, en fait, c'est pas vraiment la crise actuelle ou la situation actuelle le problème. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui traîne depuis des années. On est devenu dépendant du système scolaire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, on voit les retombées. C'est juste qu'aujourd'hui, les problèmes sont beaucoup plus mis en avant. On a Winnie Molia qui nous dit « L'éducation nationale ne doit pas l'apprécier, lui, il prône l'autonomie. » Alors que l'éducation nationale fabrique des exécutants formatés. Alors, ce qui est intéressant, en fait, concernant l'éducation nationale, c'est que déjà, l'école, on ne sait pas encore ce qu'elle est censée faire. Il n'y a pas vraiment de définition précise de la mission, il n'y a pas vraiment de texte précis concernant la mission de l'école. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs façons de penser. Certains pensent, et là je parle déjà d'un point de vue en fait dans la population parmi nous, mais aussi au niveau des dirigeants. Il y a des personnes qui pensent que l'école sert simplement à préparer un métier. Il y a des personnes qui pensent que l'école est là pour transmettre simplement un savoir. Il y a des personnes qui pensent que l'école est là pour éduquer. Donc en fait, dans chaque classe, il y a une réunion de systèmes de pensée complètement différentes les unes des autres, et le professeur doit s'adapter à tout ça. Voilà. Chaque parent a une attente particulière, chaque enfant du coup a une attente particulière, et les professeurs ont une mission particulière en fonction de l'établissement, en fonction du chef d'établissement, en fonction de la réforme en cours de l'éducation nationale. Donc l'école en fait, c'est pas quelque chose de vraiment fixe. C'est une structure qui est très rigide au niveau des procédures, mais en termes de philosophie de mission, c'est pas encore clair. C'est fluctuant un peu, voilà. Effectivement. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec Mathieu Le Sueur. De retour dans le Focus, nous sommes toujours avec notre coach en productivité, Mathieu Le Sueur, qui nous donne quelques petits ingrédients, effectivement, pour l'éducation des enfants, enfin l'apprentissage justement entre guillemets de nouvelles méthodes, ça fait toujours plaisir. On disait justement en plateau que dans les commentaires, on vous rapprochait un petit peu de la méthode Montessori où il faut laisser les enfants faire par eux-mêmes. Donc vous êtes convaincu en fait des capacités de l'enfant. Alors oui, effectivement, je suis convaincu des capacités de l'enfant. L'enfant, en fait, il y a des choses qu'il sait déjà faire, il y a des choses qu'il a envie d'apprendre par lui-même. Je ne peux pas dire que je suis directement, je suis en harmonie ou complètement cohérent avec la pédagogie Montessori, puisque je ne la connais pas entièrement. Par contre, et c'est là où aussi j'aime bien le préciser au niveau des parents, c'est qu'on dit souvent il n'y a pas de manuel pour être de bons parents. Bon, Maria Montessori, elle a écrit des livres, il y a des livres sur la psychologie, la productivité, etc. Il y a des ouvrages qui peuvent aider, malgré tout. Et je me rappelle d'une phrase de Maria Montessori dans son livre L'Enfant, où elle dit qu'en fait, l'éducation aujourd'hui, elle est conçue, ou elle est vue depuis le point de vue du parent, depuis le point de vue de l'adulte, et non depuis le point de vue de l'enfant. J'ai par exemple dans mon entourage des amis qui sont orthophonistes, psychomotriciens, etc. Et ils me montrent parfois, par exemple, ils partagent sur les réseaux sociaux, par exemple, des jouets pour enfants, et ils montrent à quel point c'est dangereux pour un enfant ou c'est contre-productif. C'est fait pour, en fait, c'est l'exemple marketing que j'aimais prendre, c'est que la nourriture pour chat, elle n'est pas vendue aux chats, elle est vendue aux propriétaires de chats. Et les jouets pour enfants, ils ne sont pas vendus aux enfants. Ils sont vendus aux parents. Donc, ils sont conçus pour que le parent se dise « Ah, c'est une bonne idée pour mon enfant. » Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour l'enfant? Pas forcément. Et c'est justement... On estime en tant que parent que c'est une bonne idée pour l'enfant. Voilà. Il y a des choses qu'on ne prend pas en compte parce qu'on voit souvent le monde depuis le point de vue de l'adulte.
Par exemple, tout à l'heure, on parlait de commentaires qui parlaient notamment de l'obéissance. L'enfant doit se soumettre aux parents. Et moi, je dis aux parents qu'en fait, vous n'avez pas besoin de passer d'un extrême à l'autre. L'extrême, le parent super strict, aux parents super relâchés, super relax, c'est la fête à la maison. Il y a un fossé, en fait, entre les deux. Il y a un univers entre les deux. C'est normal d'avoir des règles chez soi. Avant d'être un parent, vous êtes un être humain et vous habitiez déjà seul dans votre maison avec votre partenaire. Donc, il y avait déjà des règles dans la maison. Donc c'est normal en fait qu'on demande à l'enfant de respecter ces règles pour, on va dire, le bien-être commun. Par contre, là où on est obligé de parler de soumission, c'est parce que les règles en fait elles sont pas écrites, on les montre pas. Je le dis aux parents, mais votre enfant il connaît les règles. Je prends l'exemple, je me rappelle encore de cet échange, c'était en mars 2020 durant le premier confinement du coup. Il y a une mère qui me disait oui, le confinement se passe mal pour ses enfants, etc. Ils travaillent plus, ils ont perdu la motivation, ils n'arrivent plus en fait à se coucher tôt, etc. Je dis mais d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque le confinement a commencé? Il dit effectivement, ben, comme ça venait de commencer, je les ai laissés se coucher à 23h. Il dit d'accord, d'habitude se coucher à 20h et vous avez accepté de les laisser se coucher à 23h. Mais vous leur avez dit ça? Je dis non, non, c'est juste d'accord. Donc vous avez opéré un changement dans les règles à la maison, mais on n'a rien dit aux enfants. Ben, les enfants, du coup, ils savent plus où ils en sont. Les enfants ont besoin d'une base. Les enfants ont besoin vraiment d'un cadre. Et même les parents stricts le disent, un enfant a besoin d'un cadre. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, comment on pose le cadre? Est-ce que le cadre est dans la tête du parent ou le cadre, il est explicite, extériorisé pour que l'enfant puisse s'y référer? Même si l'enfant ne sait pas lire, on peut lui montrer où c'est écrit. On peut lui montrer l'horloge, on peut lui montrer le planning, on peut lui montrer des choses et par la répétition, il comprendra petit à petit. Donc on peut déjà lui montrer des choses pour lui dire, tu sais, on a mis en place des règles pour que tout le monde puisse être épanoui à la maison. C'est pas maman ou papa qui décide ça tout seul dans son coin. On y a réfléchi tous ensemble. On peut même faire des réunions de famille. On a réfléchi à tout cela tous ensemble pour que tout le monde soit épanoui. Et dans ce cas-là, je dis pas qu'il y aura plus aucun problème de respect des règles à la maison, mais on aura moins besoin de parler de soumission et d'obéissance. On aura moins besoin d'employer des mots aussi forts et d'avoir des stratégies aussi fortes pour obliger l'enfant à respecter les règles. C'est surtout ça. Vous dites d'ailleurs que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. C'est une autre phrase de Maria Montessori, me semble. Voilà, c'est les enfants, ils savent faire des choses. Il suffit de regarder, par exemple, encore une fois sur YouTube, il y a des vidéos des écoles Montessori. Et ce que j'aime bien rappeler aux parents, c'est que, alors, moi je suis plutôt très direct dans mes propos pour vraiment réveiller les gens. Est-ce que son enfant dans une école Montessori, ça sert à rien tant qu'on n'a pas changé soi-même? On a changé l'enfant d'école, mais si la maison reste la même, ben quand l'enfant sort de l'école, il retrouve la même maison. Montessori, avant d'être une école, c'est une philosophie. Il y a déjà des vidéos sur Internet, il y a déjà des choses qu'on peut exploiter, des outils qu'on peut exploiter pour changer notre façon d'interagir, d'agir, de réagir au quotidien, pour que l'enfant puisse changer. Donc si on change l'enfant d'école, ben changeons aussi en tant que parents. C'est surtout cela. Mais si on a finalement la pédagogie adaptée à l'enfant, peu importe l'école dans laquelle on le place par la suite, il devrait avoir la même méthodologie un peu partout. Oui, ça part déjà de la famille. Et voilà, évidemment, il y a des circonstances à prendre en compte. Par exemple, j'ai des parents qui m'ont déjà contacté en me disant que bon, ils habitent un quartier, on va dire un quartier chaud, ils ont peur pour leur enfant, l'enfant se fait harceler à l'école. Il y a des choses, bon, je vais pas leur dire, mais non, mais qu'est-ce que vous faites à la maison? Non, je peux pas leur dire ça. Il y a des circonstances particulières. Par contre, effectivement, comme il y a la base à la maison, les répercussions de ces circonstances qui sont, je préfère le voir comme ça, exceptionnelles, eh bien, les répercussions seront amoindries parce qu'il y a déjà une base. Mais si la base elle est fébrile, ben effectivement, le moindre élément perturbateur va faire s'écrouler la maison. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment la base c'est à la maison, parce que c'est les parents qui ont le plus d'influence concernant l'enfant. Ce sont eux qui sont les plus présents, qui sont là les premiers. Donc il vaut mieux agir très vite et sur le long terme pour que lorsqu'il y a des changements qui s'opèrent, eh bien la base en fait elle puisse tenir. Donc c'est vraiment là où je rappelle que la seule personne qu'on est censé changer, c'est nous-mêmes. De la même façon, il y a des parents qui me disent oui, mon enfant a tel problème, tel problème, tel problème. Alors généralement, ça c'était quand je recevais en présentiel, maintenant tout est à distance. Quand je recevais en présentiel, je recevais le parent et l'enfant. Quand le parent me parlait de l'enfant, je regardais tout de suite l'enfant. Je voulais voir sa réaction. Alors ensuite, je posais la question juste pour la poser. Je demandais à l'enfant, tu es d'accord avec ce que ta maman vient de dire? Parfois, ils sont hésitants et tout. Mais leur simple réaction me montre qu'en fait, il y a un quiproquo. Le parent dit, l'enfant a tel problème. Mais si l'enfant n'est pas lui-même conscient qu'il a ce problème, ben en fait, le problème, il est au niveau du parent. Il n'est pas au niveau de l'enfant. Ça veut dire que peu importe la solution que le parent voudra appliquer, il y aura un conflit avec l'enfant parce que lui, il n'a pas conscience de ça.
J'ai même envie de dire, c'est comme les parents qui disent « Oui, j'ai acheté des jouets à 300 € à mon enfant et il joue avec la casserole. » Mais l'enfant en bas âge, en fait, tout objet est un jouet. Il veut juste manipuler pour mieux se connaître, expérimenter ses capacités sensorielles, etc. Donc, lui, il ne voit pas le prix du jouet. Donc nous, on fait un peu trop de projection, en fait, sur les enfants. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est bien de se remettre à la place de l'enfant, de comprendre le monde depuis, j'ai même envie de dire, dans les maisons, les appartements ou même les bureaux, les prises électriques, elles sont au niveau des seuls êtres humains qui ne sont pas censés les toucher, les bébés. C'est absurde. Ras du sol, effectivement. C'est absurde. Pourquoi on les met pas plus haut? Ça me paraît logique. Donc il y a des choses comme ça. C'est d'ailleurs l'un des conseils dans la philosophie Montessori. Si vous voulez pas que votre enfant touche un objet, faites en sorte que l'objet ne soit pas à portée de main de l'enfant. Ça paraît logique. Voilà. Et c'est effectivement sur l'analyse des prises, je me suis jamais attardé dessus. Et en fait, on doit acheter des caches pour couvrir, justement, pour que les bébés... Ou on doit taper le bébé pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas toucher. Effectivement. Le problème, c'est que l'enfant, en fait, à cet âge-là, il ne dissocie pas le fait de toucher la prise et le fait de simplement toucher un objet. Donc, il se dit, ben, ma curiosité, elle est limitée, je vais me calmer. Lorsqu'on dit à un enfant, par exemple, sois un bon gentil petit garçon, reste assis là et tais-toi, ben, on le conditionne. Ou, tu sais, j'aime bien, je t'aime quand tu es un gentil petit garçon. On le conditionne aussi. Donc, il commence à se poser des questions, à se dire, mais du coup, les autres moments, tu m'aimes pas, en fait. Donc, inconsciemment, par des formulations maladroites, encore une fois, je ne dis pas qu'en fait, il faut absolument changer notre façon d'être et devenir quelqu'un d'autre, mais comprendre que ça se joue parfois à des détails, des petites habitudes à modifier pour améliorer notre relation, surtout en comprenant qu'en fait, l'enfant, il ne pense pas comme nous. L'enfant, c'est un être humain, il faut le traiter comme un être humain, mais comprendre qu'il ne voit pas le monde comme un adulte. Et la raison pour laquelle on a une telle méconnaissance au niveau de l'enfance et de l'enfant, c'est parce qu'à la base, on est fainéant entre adultes. On se juge, on pense que les adultes pensent comme nous, on s'emporte pour tout et n'importe quoi, on a des débats houleux avec n'importe qui. On aime se donner raison aussi beaucoup. Voilà, on aime avoir raison. C'est une question que je pose d'ailleurs beaucoup aux adolescents. Tu préfères avoir raison ou obtenir ce que tu veux? C'est une question que j'ai retenue du livre Comment se faire des amis, qui est un classique et que je conseille à tout le monde. Mais tu préfères vraiment avoir raison, obtenir ce que tu veux. Si tu veux obtenir ce que tu veux, ben tais-toi. Parfois, ben tais-toi. Si le professeur, tu ne comprends pas, machin, tais-toi. Travaille à la maison et quand tu vas en cours, ok, oui monsieur, oui. Voilà, je le faisais aussi, j'ai eu des profs bizarres aussi. Il y a des profs que je ne comprenais pas, ben je me taisais devant eux. Oui, c'est la paix. Ouais, voilà, oui, c'est la paix. Donc, il y a des moments, en fait, où on doit juste, en fait, faire en sorte d'obtenir ce qu'on veut sans chercher à aller plus loin. Mais comme nous, on a l'habitude de le faire avec des adultes, eh bien, inconsciemment, naturellement, on montre ce comportement aux enfants. Je me rappelle, par exemple, un cas concret. Il y a une mère qui me disait, oui, mon fils de 8 ans, il n'aime pas travailler, il est allergique à l'école, 8 ans déjà, il est allergique à l'école, il est allergique au travail, il n'aime pas écrire, etc. Il s'énerve très vite. Alors, quand la mère m'a dit il s'énerve très vite, première question que je lui ai posée, est-ce qu'il y a une personne dans l'entourage de l'enfant qui est colérique? Tout de suite, elle m'a répondu oui, le papa. Je dis oui. Alors, ça ne veut pas dire que le papa il est méchant ou il n'est pas bien, c'est pas ça. C'est que l'enfant, en fait, il a copié ça. Et c'est une information à prendre de manière neutre. Il n'y a pas d'émotion à avoir, dire c'est bien, c'est mal, etc. C'est juste que, ok. Oui, on se sent attaqué en tant que parent en général, dès qu'il y a un jugement, dès qu'on porte conseil en général à un parent. Mais tout ça, en fait, ce sont simplement des données. Des données qui nous permettent, j'ai envie de dire, c'est comme, j'avais pris d'ailleurs cet exemple avec une mère, un avion, par exemple, qui fait, on va dire, Pointe-à-Pitre, Paris, l'avion, il ne vole pas en ligne droite. Il est souvent, en fait, balayé par des vents, il y a des perturbations, etc. Et le but du pilote, c'est pas de voler en ligne droite, c'est d'aller à Paris. Donc, en tant que parent, c'est pas en fait de réagir à chaque information, c'est de les prendre en compte. C'est de dire, OK, comment je fais pour arriver à Paris, pour reprendre la métaphore. Et donc, l'exemple que je donnais avec l'enfant de 8 ans, quand la mère m'a dit qu'il est allergique au travail, par exemple, il a du mal à écrire, son écriture et comporte quelques problèmes parce qu'il refuse de travailler, je dis d'accord, bon, OK, vous m'avez donné une description négative de votre enfant. Vous m'avez dit ce que votre enfant n'est pas. Parlez-moi de ce que votre enfant est. Qu'est-ce qu'il aime? Donnez-moi quelque chose de positif. Ah, mon fils, il aime les Pokémon. OK, ben arrêtez de parler des Pokémon. Au lieu de lui demander de faire des pages d'écriture, demandez-lui d'écrire le nom des Pokémon. On dit oui, bon, c'est pas des pages d'écriture. Mais c'est écrire quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le changement, alors, je ne dirais pas que c'est tout le temps comme ça, mais là, le changement était immédiat.
Le simple fait de demander à l'enfant d'écrire le nom des Pokémon, il s'est mis de lui-même à écrire. À un moment, il a fait une faute, il s'est énervé, mais la mère s'est rappelé ce que je lui ai dit. Quand il y a une crise, on gère la crise, on ne fait pas la morale, etc. Du coup, là, elle a choisi de laisser l'enfant vivre sa crise tout seul. Ben, l'enfant, il s'est calmé tout seul. Alors, petite question d'ailleurs, pendant qu'on en parle. Quand on a des enfants justement qui se braquent, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, pas forcément parce que le parent est stressant, mais que de lui-même, en général, l'enfant se braque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, S'il n'arrive pas à comprendre, à faire un exercice justement, j'en profite pour préciser une chose. Les conseils que je donne, c'est forcément depuis mon point de vue. Je sais qui je suis, enfin j'espère en tout cas. Je sais un peu comment je fonctionne, qu'est-ce que je me sens capable de faire. Donc quand je donne des conseils, ça ne veut pas dire faites ça exactement. Je donne des pistes. Si la personne ne se sent pas capable d'agir comme ça ne sert à rien de le faire, ça va sonner faux. L'un des conseils que je donne aux parents d'enfants qui ont peur d'échouer, qui se braquent, ben, ce que je conseille aux parents, c'est d'échouer devant leur enfant. Aussi simple que ça. Mais dans des actions simples. Je ne dis pas d'échouer, d'ouvrir une entreprise et de devenir endetté. Non, c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Compris. Mais ça peut être par exemple, imaginons un enfant qui aime dessiner. Ben, je l'avais conseillé à une mère. Je dis, ben, le dimanche après-midi, ce que vous faites, au lieu de faire la sieste, pour ça c'était pour la taquiner, vous allez sur YouTube avec votre enfant et je n'ai pas cherché, mais je sais qu'il y a forcément dans le monde quelqu'un qui a ouvert une chaîne YouTube pour apprendre aux gens à dessiner. Donc apprenez à dessiner avec votre enfant. Votre enfant aime dessiner, pas vous. Vous vous sentez nul en dessin? Ben c'est génial. Parce que vous allez montrer à votre enfant que vous persévérez malgré le fait que vous vous sentiez nul. Vous allez montrer à votre enfant comment vous gérez cette étape. Donc votre enfant, il pourra copier. Et j'ai envie de dire, parfois, en fait, ça ne sert à rien de vouloir réconforter les gens. Parce que ce sont des mots. Ok, mais l'enfant, il ne sait toujours pas comment gérer l'expérience négative, comment gérer l'émotion négative. Il vaut mieux lui montrer comment nous gérons nous-mêmes nos expériences négatives, nos émotions négatives. Encore une fois, je le dis, et d'ailleurs, je ne dis pas que je sais tout. Il y a plusieurs courants de pensée. Et encore une fois, chacun présente les outils avec lesquels il est à l'aise. C'est à chacun de trouver ce qui lui correspond. Moi, ce que je conseille aux parents, c'est justement d'avoir quelques activités où le parent peut échouer devant l'enfant pour lui montrer comment il gère cette étape. Et aussi avoir des activités où l'enfant se sent libre d'échouer comme de réussir. C'est un peu la stratégie que j'appelle la stratégie du bac à sable. Dans une aire de jeu, l'aire de jeu qu'on octroie à l'enfant, la taille dépendra de la maturité de l'enfant, de l'autonomie de l'enfant. Donc le parent va choisir un bac à sable assez grand pour que l'enfant puisse s'amuser, mais assez petit pour que le parent sache que l'enfant est en sécurité. C'est pour ça que j'appelle ça la stratégie du bac à sable. Donc on peut choisir des activités ou des lieux dans la maison où l'enfant se sent libre de faire ce qu'il veut. C'est par exemple, il y a des parents qui sacrifient un mur, ils disent à l'enfant, tu aimes dessiner sous les murs? Ok. Tu dessines sur ce mur-là. Les autres murs, tu ne touches pas. Tu dessines sur ce mur-là. Donc ça permet à l'enfant d'avoir un espace où il se sent libre de faire ce qu'il veut. Et ça permet aussi de soulager les parents parce qu'ils savent que c'est seulement dans ce coin-là. Ça peut être un coin pour les jouer, ça peut être une activité comme le puzzle ou autre, ou même le théâtre. Je conseille également aux familles de s'intéresser au théâtre, pas forcément de s'inscrire dans une école très chère, mais déjà de comprendre que le théâtre, c'est l'expression orale, c'est pouvoir identifier des émotions, comprendre en essayant de jouer un personnage, on va s'intéresser à la psychologie du personnage, ses émotions, sa façon d'être. Donc avec certains enfants, ça peut leur aider à mieux se connaître eux-mêmes. Parce qu'en identifiant les émotions des autres, ils pourront soit avoir une distance avec leurs propres émotions, soit avoir une ressemblance, comme un écho, et se dire, ah ben en fait, effectivement, moi aussi, j'agis comme ça. Ça peut être intéressant. On a de bons commentaires en tout cas sur les réseaux. On a Germanie qui nous dit même un psy n'arrive pas bien à cerner les enfants, parfois il n'arrive pas à mettre un bon plan pour l'enfant. Par contre Mathieu m'impressionne, j'ai expérimenté pas mal de choses qu'il a dit et c'est vrai. J'avoue que, mais en fait, quand j'ai regardé, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les vidéos, c'est vrai que ça fait écho. Ce que tu nous dis, c'est peut-être sur la nouvelle génération de parents, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait écho et on a besoin peut-être de nouvelles méthodes, de nouvelles pédagogies, de voir les choses différemment pour mieux comprendre nos petits bouts de chou, parce que bon, ça va très vite hein, à leur niveau. Donc je pense qu'on a de grosses mises à jour à faire, de grosses remises en question et je voulais que tu permettes cela justement à compter de ce soir, mais je pense qu'il faudra réitérer la manœuvre. On a super émission très intéressante et très peu de présents. Lol, on n'aime pas les cancans. Ouais. Ah ben non, on n'aime pas les cancans. Non, on aime apprendre beaucoup de choses. Et avant, justement, il nous reste même pas 5 minutes. Ah, je vais quand même profiter de ta présence sur le plateau. Il y a une autre thématique donc complètement différente. Tu avais posé justement un post sur pourquoi les théories du complot sont-elles aussi populaires. Ça m'a interpellé. Alors,
comme je le disais au début de l'émission, je ne prends pas de position dans les débats, les théories, etc. Parce que, justement, déjà, ma position, c'est la mienne. Je n'influence pas le monde, je m'influence moi-même. Et j'avais créé ce post pour rappeler qu'en fait, à la base, on est toujours des êtres humains, des individus, vraiment individuellement, qui choisissons d'avoir confiance dans tel ou tel être humain ou dans telle ou telle source. Et de la même façon que, par exemple, il y a des gens qui sont pour, par exemple, la fessée ou donner des coups de bâton aux enfants. Pour eux, c'est leur croyance, il faut absolument passer par cette étape. Il y a des personnes, en fait, qui pensent à l'opposé. Mais tout cela, en fait, ce sont des... Il n'y a pas j'ai envie de dire, même on a l'impression que la science peut connaître le futur, qu'il y a des choses qu'on sait sur le futur. Mais la chose qu'on fait, c'est analyser le passé. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas dire, par exemple, je rencontre une femme enceinte, je ne peux pas lui dire, vous savez, si vous faites ça, votre enfant, ce sera le prochain Jeff Bezos. Je ne peux pas lui dire ça. Clairement. Par contre, je peux lui dire, par rapport à ce que j'ai déjà analysé, voici ce que moi, je crois et ce que je peux vous proposer. Et à travers les théories du complot, moi, ce que j'ai analysé, c'est qu'il y a toujours cette question, en qui as-tu confiance? Si moi, je n'ai pas confiance au gouvernement, peut-être pour ce que le gouvernement va me dire, je vais me méfier. Et ça, c'est un choix personnel. Donc, avant de sortir des arguments, c'est d'abord comprendre qu'en fait, nous sommes tous des individus qui plaçons notre confiance dans des concepts, dans des sources, dans des personnes. Après, effectivement, mon poste s'arrêtait à ça. Et c'est pour ça que je dis que je ne prends pas position de tel ou tel côté, mais c'est bien de comprendre que les fameuses théories du complot, et même pour moi, il y a même des vérités aujourd'hui qu'on critique parce qu'on sait que c'est pas tout à fait vrai, eh bien, tout cela, en fait, c'est comprendre qu'il y a des choses qu'on a envie d'entendre. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il y a aussi le biais de confirmation. La dissonance cognitive, c'est... on a du mal à entendre une nouvelle info si elle contredit ce qu'on croit déjà en croit. Donc, c'est l'exemple que je donnais, si je me méfie du gouvernement, si je n'ai aucune confiance, si le gouvernement me dit « ce truc-là est bien », je vais me méfier. Parce que ça va être, si je dis, OK, je fais confiance, ça va être en dissonance cognitive par rapport à ce que je crois déjà. Donc, comprendre tous ces mécanismes me permet, personnellement, de prendre du recul quand je vois des débats et de me dire, ouais, les gars, allez, ils se critiquent, ils s'insultent, ils se sautent dessus. Moi, je comprends tout le monde, en fait. Je dis pas que je suis d'accord avec tout le monde. Mais il faudrait comprendre tout le monde. Pas forcément, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit essayer au moins de se comprendre. Alors, c'est une nuance qui est importante, c'est qu'on peut comprendre sans accepter. On peut aimer quelqu'un sans l'accepter. Il me semble. C'est ça aussi. On peut aimer quelqu'un sans accepter d'être en couple avec elle. On peut aimer quelqu'un, comprendre quelqu'un sans accepter son opinion ou autre. Ce sont deux mots différents pour deux définitions différentes et deux actions différentes. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Le Sieur d'être venu sur ce plateau ce soir. J'espère vous recevoir en tout cas très prochainement pour la suite de vos éclairages et cette nouvelle pédagogie que vous mettez un peu en place avec les enfants. Beaucoup de félicitations sur le live. Des félicitations de ma part aussi parce que vous avez une pédagogie et une façon de vous exprimer qui est très claire et je pense que ça parle à tout le monde. Et je vous invite encore une fois, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au boulot qu'il fait sur les réseaux, c'est extraordinaire. Allez sur l'Instagram particulièrement de GTMate, donc GTMate. C'est facile à trouver, c'est très simple à trouver. Vous êtes présents et on se voit très bientôt. Merci. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. Après la coupure pub, Yves Boisset reçoit Alexandre Rochat, préfet de Guadeloupe. A tout de suite.